Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui en Australie pour vous raconter la disparition du premier chef de cuisine du pays à devenir une célébrité. Son histoire, qui est complexe au vu des nombreux personnages qui y sont mêlés, reste un grand mystère malgré sa notoriété. Wilhelm Paul Kuppen, surnommé Willy, est né en Allemagne à Berlin en juin 1929. Très vite, il se rend compte qu'il a une passion, la cuisine. Il décide donc d'en faire sa profession. Il suit une formation de chef et termine son apprentissage dans un hôtel prestigieux de Berlin, l'hôtel Adlon, où il sert même des crêpes à un triste personnage, pour rester poli, qui n'est autre qu'Adolf Hitler qui est en pleine ascension. Il part ensuite en Angleterre où il sert un temps dans l'équipe de Winston Churchill. En 1956, il part à Melbourne qui organise cette année-là les Jeux Olympiques. Willy y voit une occasion en or de se faire connaître en tant que grand chef. C'est là qu'il rencontre une de ses compatriotes, Karin Langs, pendant une fête. C'est le coup de foudre et les deux tourtereaux se marient l'année suivante. La ville tente de se sortir de son passé et de se moderniser. Et quoi de mieux que ce chef européen avec la tête remplie d'idées nouvelles pour y arriver. Il se fait engager comme chef exécutif au Chevron Hôtel de Sainte Kilda où il emménage et c'est le début d'une belle carrière. En 1957, il est repéré et commence une carrière à la radio sur la station locale. Au vu du succès de ses passages radio, une émission d'1 quart d'heure appelée The Chief Presents passe tous les soirs à la télévision. C'est une première en Australie. Aucun chef n'avait fait ça auparavant. Il se sert de ces passages télévisés pour promouvoir des produits tels que ceux de la marque Heinz qu'il utilise pour ses recettes. Tout ça booste Willy et il décide de se lancer à son propre compte. Avec Karine, ils achètent le Camby Café dans les Dandenong Ranges à Olinda en 1958. L'endroit est petit et il n'est pas adapté à un restaurant. Mais les coups de cœur, ça ne s'explique pas et il faut reconnaître qu'il est idéalement placé. Il se situe sur une route touristique. De gros travaux commencent pour agrandir et moderniser le futur restaurant et le couple vit dans le sous-sol pendant ceux-ci. Mais comment appeler ce nouveau palais de la gastronomie ? Un matin, en se réveillant, Karine entend un coucou. Et comme en Australie, le terme « coucou », coucou en français, désigne également quelqu'un qui est un peu fou, le jeu de mots plaît au couple. Le restaurant Coucou est né. En plus de son nom original, Willy adopte un concept novateur pour l'époque en Australie, les buffets. Il y a beaucoup de choix sur ces buffets, de la charcuterie, des poissons, de la viande et des spécialités allemandes. Le décor est également inédit. Les tables sont recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs et les serveurs sont habillés avec des lederhosen. Et les week-ends, des groupes jouent de la musique folklorique bavaroise. Et c'est un carton, au point que des chanteurs, des politiciens et des acteurs viennent y manger. Et le restaurant ne désemplit pas. Karine s'occupe de l'accueil des clients et Willy de la cuisine. Le couple est en parfaite symbiose. Willy continue ses émissions télé et participe à 2 autres restaurants. En 1959, il croule sous le travail au point qu'il abandonne ses émissions télé. Le succès de sa carrière s'accompagne du plus grand des bonheurs pour le couple, la naissance de leurs 3 enfants, Andrei, Sabina et Daniela. Au cours des années, le restaurant prospère au point qu'il est encore agrandi pour accueillir 400 clients. Il est désormais le plus grand de la région et des bus entiers de touristes s'y rendent chaque jour. Mais si tout se passe bien au niveau des affaires, la pression sur les épaules de Willy le rend anxieux. Il est victime de crises d'angoisse et se réfugie dans l'alcool. Bien des années plus tard, en 1976, le vernis du tableau parfait des débuts s'effrite. Le restaurant, bien que toujours populaire, n'est plus aussi bien coté ni autant fréquenté qu'à ses débuts. Les enfants du couple sont dans des internats et les époux mènent des vies séparées. Bien que travaillant toujours ensemble, ils vivent chacun leur vie. Willy s'est aménagé un petit cottage à l'arrière de leur propriété. Inutile de vous dire que ses problèmes de consommation d'alcool se sont fortement aggravés. Le samedi 28 février, Willy arrive à 20h au restaurant qui est bondé. Il est visiblement ivre et agressif. Il s'en prend à une employée de longue date, June Vink,
et menace de la renvoyer. Karine, qui a pris congé ce jour-là, est prévenue de ce qui se passe au coucou et vient pour calmer son mari, sans succès. Le docteur Bernard Butler, médecin et ami de la famille, est appelé par Karine. D'ailleurs, Willie accuse Karine, Butler et la compagne de celui-ci d'entretenir une liaison à trois. Butler vient au restaurant et prend au passage des médicaments antipsychotiques au cas où il en aurait besoin pour calmer le chef. Celui-ci menace maintenant de se jeter du balcon. Quand Butler arrive, Willie est en train de boire une bière. Il s'assied près de lui et les deux hommes discutent longuement sur le balcon et Willie se calme. Ils restent au restaurant à boire bien après la fermeture et Butler propose vers 2 heures du matin à Willie d'aller continuer leur soirée au cabinet du médecin. Et là, je vous vois vous poser la même question que moi. Pourquoi quitter un endroit où il y a absolument tout ce qu'il faut pour boire pour aller dans un cabinet de médecin? Je n'ai trouvé de réponse à cette question nulle part. Bref. Ils continuent leur beuverie et Willie reçoit un étrange coup de téléphone au cabinet. Il ne dit pas au médecin de qui il s'agit. Après cet appel, il quitte le docteur Butler et monte dans son combi Volkswagen. Il est un peu plus de 3 heures du matin. À 4 heures, la technicienne de surface arrive et voit le combi garé à un endroit inhabituel. D'habitude, le chef se gare près des portes de la cuisine arrière. Or, ce matin, il est garé sur un parking en contrebas qui n'est pas visible de la route. Autre bizarrerie, la porte latérale du combi est grande ouverte et les clés sont toujours sur le contact. Alors qu'il est très à cheval sur la sécurité, la porte de la cuisine est entr'ouverte. Elle constate également une voiture sombre américaine, une Ford ou une Chevrolet, garée à contresens devant le restaurant et qui est rapidement partie. Elle en parle à Karine dès son arrivée, et celle-ci répond que Willie est sûrement parti prendre l'air quelque part, car il est probablement honteux du scandale qu'il a provoqué la veille. Le couple possède plusieurs propriétés à Melbourne et une sur une petite île du Queensland, l'île de Poole. Le docteur Butler confirme que Willie lui a parlé de cette île. Mais le silence du chef se prolonge et Karine se rend à la police le 2 mars pour signaler sa disparition. Le combi est fouillé. Il y a une demi-bouteille de bière et du poulet pour nourrir les chiens. Il n'y a ni trace de lutte ni trace de sang. La police se rend sur l'île de Poole et constate que personne n'y est venu depuis un bon moment. Une information leur parvient qui confirme qu'ils comptaient s'y rendre en bonne compagnie. 3 escortes sont venues au restaurant pour que Willie en choisisse une pour l'y accompagner. Vu qu'il ne s'y est pas rendu et vu son état avant de disparaître, la question d'un suicide potentiel se pose. Comme le véhicule est découvert devant le coucou, il n'a pas pu aller bien loin pour accomplir son geste fatal. La zone boisée et escarpée aux alentours du coucou est fouillée, mais aucun corps n'est retrouvé. Une autre information arrive jusqu'aux oreilles des policiers. Un homme se vante d'avoir tué Willie sur fond de jalousie. Il fréquentait la même femme. Ne supportant plus cette rivalité, l'homme aurait tué le chef. Il est interrogé mais rien n'est retenu contre lui. En plus, Willie avait rompu avec cette femme 6 mois plus tôt après l'avoir trouvée au lit avec un autre. Karine est également suspectée car elle a un amant attitré depuis un moment. Il s'agit d'un avocat de Melbourne, Tony Bonici, et elle s'affichait avec lui dans le restaurant, ce qui énervait Willie. En plus, Willie envisageait de vendre le coucou qui, selon lui, étouffait sa créativité. Idée que Karine ne supporte pas. Au restaurant, elle est le centre de l'attention et compte bien le rester. Malgré ces désaccords entre les époux, il n'y a aucune preuve de l'implication de Karine. La relation entre le docteur Butler et le chef est passée au crible, le médecin étant le dernier à l'avoir vue. Et elle n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Les enquêteurs apprennent que c'est Butler qui a présenté Karine à l'avocat et que Willie lui en voulait pour cette raison alors que lui-même fréquentait d'autres femmes. Le médecin et sa compagne Anne Robinson faisaient souvent la fête avec Karine et semblaient ne pas vraiment apprécier Willie. En plus, la veille de la disparition, le médecin a envoyé un rapport médical à l'assurance de Willie où il affirme que le chef a eu des attaques de psychose maniaco-dépressive, qu'il était devenu violent et qu'il pourrait devoir être placé en institution. Il aurait même menacé sa femme avec un fusil et tiré un coup de feu dans leur chambre. Autre question, qui savait que Willie était chez Butler à cette heure de la nuit avant sa disparition et lui a téléphoné? Quand ils ont quitté le coucou, il n'y avait plus personne. Karine était partie dormir chez une amie depuis des heures. Et pourquoi le médecin dit ne pas savoir qui a téléphoné? Même s'il ne connaissait pas la personne au bout du fil, il doit au moins savoir dire si c'était un homme ou une femme. Il se trouvait dans son cabinet, c'est donc logiquement lui qui a décroché. À part ces questions sans réponse, il n'y a aucune preuve concrète que le médecin soit responsable de la disparition. Le véhicule aperçu par la femme de ménage au matin du 29 février apporte aussi un suspect. Il n'y a que 2 voitures de ce genre dans le coin,
et l'une d'elles appartient à Simon Vink, qui n'est autre que le mari de l'employé que Willie a menacé de renvoi. Ajoutez à cela qu'il lui avait demandé des faveurs sexuelles, il y a de quoi rendre le mari passablement énervé. Bien sûr, il jure n'avoir rien à voir dans cette disparition et son épouse confirme qu'il n'a pas quitté la maison de la nuit. Ils ne sont pas considérés comme suspects, retour à la case départ. Karine continue à faire tourner le restaurant avec l'aide de sa fille Daniela et l'enquête stagne. Bien des années plus tard, en 1991, l'affaire refait surface sous la forme d'un livre écrit par Mark Brandon Reed, surnommé Chopper, et le titre est « Chopper from the Inside ». Autant vous prévenir, le bonhomme est loin d'être un enfant de cœur. Braquage, incendie, agression, meurtre, enlèvement et torture avec un chalumeau et un coupe-boulon pour couper les orteils de ses victimes. Il fait aussi partie d'un gang, un homme charmant. Il se lance dans l'écriture de romans policiers, et dans le premier, celui qui nous intéresse, il désigne l'assassin de Willie. Selon lui, le chef a été tué par un tueur en série, Alex Tsakmakis, qui s'en est vanté en prison. Le motif du crime serait une dette. Willie devait de l'argent à Tsakmakis, et les deux hommes se seraient disputés, et la bagarre se serait clôturée par la mort du chef. Tout cela est bien joli, mais plusieurs détails ne collent pas. Pourquoi Willie devait-il de l'argent à un tueur dont rien ne prouve qu'il le connaissait ? Il était loin d'être dans le besoin, et si cette dette avait bien existé, il n'aurait pas risqué sa vie et aurait payé. Point de vue timing, ça coince aussi. Entre le moment où le chef est parti de chez le médecin et le moment où on a trouvé son véhicule, il y aurait eu le trajet, une dispute, une bagarre, un meurtre, l'enlèvement du corps et l'effacement de toute trace de bagarre et de sang, car rien n'a été découvert dans et autour du combi. Et tout ça sans que personne n'entende quoi que ce soit. Vous allez me dire, il n'y a qu'à interroger le fameux Tsakmakis. C'est malheureusement impossible, car il a été tué à coups d'haltère en prison par Craig Minogue. Bref, il s'agit d'un copain qui a raconté ça à un autre, etc. Oui dire et zéro preuve. S'il a été enlevé ou tué, ça a dû se passer de façon rapide et par surprise. Après que Karine ait pris sa retraite, Andrei est venu aider Daniela au restaurant. Sabina, quant à elle, est devenue avocate. Tous veulent découvrir ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Aucun d'entre eux ne pense qu'il s'agit d'un suicide ou d'une disparition volontaire. Ils ont interrogé leur maman à de nombreuses reprises. Elle leur a toujours dit qu'elle n'avait rien fait et ils la croient. Mais ils sont convaincus qu'elle sait quelque chose. Quand ils lui ont demandé si elle penchait pour un assassinat, elle a répondu « Non, je pense que c'est un accident ». Karine est décédée fin 2022. Sabina demande des réponses au docteur Butler. Pourquoi a-t-il continué à faire boire son père qui était déjà ivre? Pourquoi l'a-t-il laissé partir dans cet état? Et qui lui a téléphoné au cabinet médical? En 2018, l'enquête du coroner détermine que Willie est décédé tôt le matin du 29 février 1976 de cause indéterminée. En 2020, une lettre anonyme envoyée à la police dit que le corps de Willie se trouve sous un barrage qui appartenait à Simon Vink. Aucune recherche n'a été effectuée pour l'instant à cet endroit. Le restaurant Coucou est resté tel quel durant des années, mais la pandémie de Covid-19 a eu raison de lui en mars 2021. Non seulement les buffets étaient considérés comme un risque, mais il n'y a plus eu de bus de touristes pour remplir les 4 salles à manger de l'établissement. Alors selon vous, que s'est-il passé cette fameuse nuit? Le chef est-il parti pour se refaire une nouvelle vie? A-t-il mis fin à ses jours? Ou quelqu'un s'en est-il pris à lui?